Bonjour à tous, merci à tous les participants de nous retrouver nombreux pour cette dernière séance d'information et de formation sur la question des biens spoliés qui était animée par la M2RS. Je tenais à remercier très chaleureusement Isabelle Scapazzoni qui a été à l'initiative de cette thématique pour faire découvrir ce sujet aux membres du Bouclier Bleu. Donc un immense merci à elle pour cette brillante idée et à tous les participants qui ont bien voulu jouer le jeu et intervenir sur ces 4 séances. Donc, un grand merci. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Benjamin Ravier-Mazzocco, qui est responsable adjoint au Fonds ancien à la Bibliothèque municipale de Lyon, qui va nous parler, pardon, excusez-moi, du dépôt retrouvé de la Bibliothèque municipale de Lyon. Benjamin Ravier Mazzocco est responsable adjoint des collections anciennes et spécialisé à la Bibliothèque municipale de Lyon depuis 2015. Historien de formation initiale, il a débuté un travail sur la bibliothèque pendant la Seconde Guerre mondiale suite à la découverte en 2017 d'un ancien dépôt de livres spoliés dans le cadre de la préparation d'un important chantier de rénovation des magasins. Donc là, c'est un focus très spécifique dont on va pouvoir bénéficier aujourd'hui sur la bibliothèque de Lyon. On est ravis de vous accueillir, Monsieur Ravier Mazzocco. N'hésitez pas à compléter cette présentation si j'ai omis quelques éléments. Et je vous donne la parole. Donc, comme d'habitude, 1 heure de présentation et on compte sur vous, les auditeurs, pour poser toutes vos questions à l'issue de cette présentation, donc à partir de 17 heures. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour à tous. Avant de faire la présentation, je tenais à vous présenter mes excuses pour ce qui va arriver un peu tard, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de finir tout à fait mon PowerPoint. Donc il y a tout le début, la partie la plus importante, j'ai envie de dire, mais enfin la plus importante, la plus contextuelle en tout cas. Mais j'ai pas eu le temps de finir comme je le voulais parce qu'on est toujours pris par plein de choses et que je voulais pour cette présentation aujourd'hui vraiment faire l'histoire dans l'ordre chronologique, non pas de comment ça s'est passé pour moi, mais de comment on peut rétablir la chronologie, parce que sinon, ça, je pense que pour des personnes moins habituées, comme les membres du Bouclier Bleu, dont ce n'est pas le sujet principal, la spoliation, ça me paraissait mieux de partir de manière plus linéaire. Pour revenir quand même en 2 mots sur comment ça s'est passé, c'est d'ailleurs assez intéressant en termes de conservation. Donc, on était dans un chantier de déménagement. J'en parlerai peut-être rapidement à la fin, qui devait se préparer. Dans ce chantier de déménagement, on avait un étage qui était considéré comme n'ayant, enfin, n'a pas été maîtrisé. Donc, c'est-à-dire que au départ, le chantier, c'était pas du déménagement, c'était pour rénover le silo. Pour rénover ce silo, il fallait évidemment vider les magasins, les silos en question. Donc, il fallait vider ces magasins-là. On a maîtrisé tous les magasins qu'on avait, on en a 17, sauf un. Et dans ce magasin, une partie était occupée par un ensemble de fonds non traités qui venaient d'on ne sait où. Et c'est à l'intérieur de ces fonds non traités, en cherchant justement comment dire, à les donner, à voir ce qu'on pouvait éliminer, etc. Donc, on a fait des choix de conservation à ce moment-là sans savoir exactement ce qu'il y avait. Et c'est au fur et à mesure des recherches sur notamment les anciens possesseurs des livres qu'on avait dans ce magasin que, on a été amené à découvrir que c'était le reliquat d'un dépôt qui avait été fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la libération de Lyon, de livres qui avaient été spoliés sur la Côte d'Azur, mais qui n'avaient jamais été envoyés en Allemagne. Enfin, c'est l'hypothèse principale. Donc voilà l'histoire. Le dépôt retrouvé de la Bibliothèque municipale de Lyon. Avant de commencer, alors, quoi ça? Non, c'était pas le bon. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous présenter l'équipe de la bibliothèque. Donc la photo, la seule enfin, c'est soit les années 50-60, soit les années 20, fin des années 20. Donc j'ai pris plutôt celle-ci. L'équipe de la bibliothèque en novembre 1929, c'est celle-là. En haut debout, c'est principalement les gardiens et les magasiniers, dont on n'a pas tous les noms d'ailleurs. Et en bas, bah, vous avez l'équipe de direction. Donc, tout en bas à gauche, la dame que vous avez avec une sorte de blason sur le cœur, c'est Alice Picorno. On verra que c'est assez important. C'est
À cette époque-là, en 1929, elle est bibliothécaire et elle deviendra bibliothécaire adjointe, donc adjointe au directeur dans les années qui viennent. Donc, ça sera le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez ensuite Gabriel Magnin, qui était à l'époque directeur adjoint. Henri Joly, là, avec les petites lunettes rondes, qui lui est le directeur de la bibliothèque et qui sera toujours directeur de la bibliothèque pendant la Seconde Guerre mondiale. Claudius Roux, qui était le deuxième bibliothécaire adjoint de l'époque, et deux femmes dont on ne sait pas trop, j'ai mis secrétaire, je ne sais pas si c'est le cas ou pas en fait. On ne les connaît pas. Je ne suis pas sûr que ce soit des secrétaires en réalité. Voilà pour vous présenter. Pour vous dire un peu qui sont ces personnes, je pense que le mieux, c'est de les laisser parler pour avoir, je reviens, notamment Alice Picorneau et Henri Joly, qui sont les deux membres de la direction de la bibliothèque qui sont présents pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont gérer la bibliothèque entre 39 et 45. Et en fait, en 45, la mairie de Lyon ont fait une enquête sur la résistance administrative dans les services et voilà la réponse que fait Henri Joly. Donc vous avez en haut à gauche la note de service d'Auguste Pinton, qui est le premier adjoint au maire, qui demande à ce qu'on lui renvoie tous les documents qui expliquent ce qu'ont fait les fonctionnaires de la ville de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale en termes d'actes de résistance notamment. Et c'est là que répond Henri Joly, la lettre que vous avez à côté, qui, je pense, en dit beaucoup sur le positionnement de la direction de la bibliothèque pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très important pour comment ils vont gérer les livres spoliés après coup. Donc, on voit à la réponse, là je l'ai agrandi, je crois, voilà. On voit à la réponse que en octobre 43, Henri Joly a été mis en relation avec donc l'organisation de Marc Bloch, c'est-à-dire, alors attendez, ça y est, je l'ai perdu. C'est le mouvement de résistance du Sud, le mouvement de libération nationale. Voilà, mouvement unique de résistance, c'est ça. C'est le mouvement franc-tireur du Sud, en fait, que pour eux, en fait, il a mis à disposition les locaux de la bibliothèque et notamment un service radio. Et en mai 44, pour préparer la libération de Lyon, notamment, et de la région, il se trouve que il a aussi logé pendant quelques jours un chef résistant qui était recherché par la Gestapo, donc par Klaus Barbie, en l'occurrence. Donc ça, il l'a caché dans son appartement de fonction, parce que c'est un appartement de fonction, dans le bâtiment de la bibliothèque, qu'il occupait d'ailleurs avec son épouse, Alice Joly, qui était directrice des archives de la bibliothèque, de la ville de Lyon. Donc la bibliothèque, c'était Henri Joly, et les archives, c'était Alice Joly, le couple Joly qui avait les deux institutions culturelles. Et Alice Picorneau elle-même, alors c'est pas dit ici, mais on sait que sa sœur a été, ah ben si c'est dit en plus, elle a été déportée. Alors pas à Ravensbrück en réalité d'ailleurs, elle est décédée dans un autre camp féminin, la sœur d'Alice Picorneau, Madame Sandoz. Et elle, elle était déjà en relation avec la résistance aussi. Voilà, ça c'était juste pour vous donner les personnes de qui on va parler, pour vous donner une idée. Peut-être ce qu'on peut préciser aussi, c'est que Henri Joly et Alice Joly, enfin surtout Alice Joly d'ailleurs, faisaient tout un travail sur la franc-maçonnerie lyonnaise au XVIIIe siècle. Ça, c'est aussi important parce que les francs-maçons en zone sud, avant même l'occupation allemande, étaient déjà persécutés par le régime de Vichy. Et dans le cadre de la censure des livres, on va tout plein de listes qu'on demande aux bibliothèques de sortir des rayons. Donc en fait, et d'ailleurs, Henri Joly, on lui demande de participer aux commissions de censure. Et on va demander à Mademoiselle Picorneau, non, on va demander à Madame Joly, en tant que spécialiste de la franc-maçonnerie, bah, de participer à la censure en lui disant quels sont les livres francs-maçons qu'il faut qu'on enlève. Et c'est assez intéressant sa réponse. Elle répond en disant qu'elle peut donner un avis historique euh, sur la franc-maçonnerie, mais qu'elle ne peut pas juger, selon des critères qu'elle ne connaît pas vraiment, de s'il faut les censurer ou pas. En fait, elle se défausse complètement. Et c'est aussi ce que va faire Henri Joly dans cette commission de censure. Voilà pour les personnages. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que donc, le Lyon est libéré le 3 septembre 1944
Et ce qui occupe Henri Joly, ça va pas principalement, il faut le remettre en contexte aussi, à la Libération, les livres spoliés, ça va d'abord être avant tout l'état de la bibliothèque. Là, ce que vous voyez, c'est le Pont-il-Sitz qui a été, que les Allemands ont fait sauter le 2 septembre, juste avant de partir. Et en fait, le bâtiment que vous voyez dans le fond, là, qui est juste à côté du coup du Pont-il-Sitz, c'est la bibliothèque. Et la bibliothèque a vu certaines vitres soufflées, abîmées. Il va y avoir une crue de la Saône peu de temps après, à l'automne 44 en fait. Et comme il n'a pas réussi enfin une crue qui ne va pas elle-même, l'eau ne va pas rentrer dans la bibliothèque, mais par contre, ça va générer beaucoup d'humidité, d'une. Et ça va surtout générer avec un hiver rigoureux qui va venir en début 45, un gel des canalisations qui vont exploser et qui vont endommager pas mal de livres. Ce qui fait que les principales préoccupations d'Henri Joly à la Libération, c'est ça, c'est comment faire en sorte de pouvoir rouvrir la bibliothèque. Et pour ça, il y a deux enjeux, consolider le bâtiment et être capable de faire revenir les documents les plus précieux qui avaient été envoyés à l'extérieur. Et ça sera fait qu'en 47. Et on a beaucoup dans les archives, ce qu'on trouve beaucoup, c'est d'abord ce travail-là. Voilà, je voulais être assez rapide pour le contexte. Si vraiment vous voulez qu'on y revienne, vous pouvez poser des questions dessus. C'était vraiment juste pour vous donner le contexte général euh, dans lequel évolue Henri Joly, notamment, parce qu'on va voir que ça va être un des acteurs les plus importants pour notre question. Alors, donc Lyon est libéré le 3 septembre. Le 3 septembre, du coup, les Allemands partent, c'est un peu la débâcle, hein. Il faut voir qu'ils ont débarqué en Provence mi-août, le 15 août, sauf erreur. Donc 15 jours après, ils sont à Lyon. Ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle vont les Alliés en remontant la vallée du Rhône. Donc on peut supposer que les Allemands ne sont pas partis très préparés. Cette lettre est très intéressante parce que c'est un peu ce qu'elle dit. C'est une lettre du directeur des bibliothèques, Marcel Boutron. Alors Marcel Boutron, je ne sais pas si vous avez connaissance un peu de tous ces noms-là, je ne suis pas sûr, donc je reprécise. Marcel Boutron, c'est en fait un conservateur qui est à la retraite. Il est directeur des bibliothèques par intérim. Donc, directeur des bibliothèques, ça veut dire que c'est lui qui dirige la direction des bibliothèques qui vient d'être créée au ministère de la Culture par par les institutions de la France libre. Ça n'existait pas avec le ministère de la Culture du régime de Vichy, qui s'appelait pas ministère de la Culture d'ailleurs, à cette époque-là. Donc c'est intéressant, Marcel Boutron va laisser sa place à Julien Quint très vite, mais en attendant que Julien Quint revienne de déportation, c'est lui qui occupe le poste. Et donc c'est lui qui est chargé de coordonner un peu l'action des bibliothèques en France en général. Et là, Marcel Boutron, il écrit au préfet du Rhône. Il n'écrit pas à Henri Joly directement, il écrit au préfet du Rhône le 22 février 1905. Il lui écrit deux courriers en fait en parallèle. Celui-là, c'est le deuxième. Le premier, il consiste à demander si ils ont connaissance de bibliothèques allemandes laissées par les Allemands. Donc, et c'est le cas, par exemple, à Bron, il y avait une école d'aviation. On a retrouvé des livres de cette école qui sont des livres importés d'Allemagne, euh, qui sont parus d'ailleurs dans les années 40, puis qui sont très récents et qui étaient là pour les soldats. Il est aussi question de Frontbuchhandlung, c'est-à-dire de bibliothèque de front, et pour les soldats. Et vous avez un deuxième courrier qui nous intéresse beaucoup plus, qui est celui-ci, parce que celui-ci, il explique au préfet plusieurs choses. Il explique au préfet du Rhône, hein, Henri Lonchambeau, qui était un résistant, qui a été nommé préfet très peu de temps, enfin, l'automne 44. Et Henri Lonchambeau, préfet du Rhône, apprend par Marcel Boutron que un certain nombre de bibliothèques ont été pillées par les Allemands pendant l'occupation et que la commission de récupération artistique a créé une sous-commission au livre, en fait, qui est chargée de rendre ces bibliothèques pillées. Alors, ils disent pillées, ils disent pas spoliées, pillées par les Allemands à leurs ayants droit. Donc, pour cela, Marcel Boutron, directeur des bibliothèques, demande au préfet de lui
envoyer la liste de toutes les spoliations, de tous les pillages dont il a connaissance. C'est-à-dire que s'il a, que ce soit des particuliers, des associations ou des institutions publiques qui se sont fait voler des livres et que lui, en tant que préfet, il en a connaissance, eh ben, on lui demande de faire remonter voilà, avec la nature et l'importance de la bibliothèque, la liste des principaux ouvrages qui la composent, les marques de possession, donc les tampons, etc. Et comment l'enlèvement, comment le pillage s'est fait quand c'est connu. Alors on n'a pas de trace, on ne sait pas s'il en a envoyé. Et il demande une deuxième chose, et ça c'est ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, c'est le dernier paragraphe, enfin le dernier grand. D'autre part, il se trouve que ces bibliothèques non plus dans le désordre de la requête, c'est ce que je vous disais, être expédiées en Allemagne. En ces cas, les caisses de livres ont dû être placées sous le secteur de l'administration des domaines de votre département. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'il y a eu des bibliothèques spoliées. Donc, c'est bien de lui dire s'il y a des réclamations, mais c'est bien aussi de lui dire est-ce que vous avez des livres qui ont été spoliés et puis qui n'ont pas été envoyés en Allemagne? Est-ce que vous avez des dépôts, autrement dit, avec des faux livres qui n'ont pas été envoyés? Et il lui dit si vous en avez, vous devriez les trouver dans les séquestres, donc dans les séquestres qui ont été mis en place à la libération de Lyon. Il va de soi que la restitution des objets volés à leur propriétaire doit être faite avec diligence. Toutes les fois que le droit de propriété peut être établi, on va voir qu'il n'y a pas de problème avec les livres. Et que si la restitution est impossible, eh bien, il faut les mettre en dépôt dans une bibliothèque publique. Et le terme de dépôt est pas anodin, notamment pour servir à la reconstruction des bibliothèques universitaires et municipales sinistrées. Bien. Donc, je vois que j'ai des questions sur le chat. Je ne sais pas En fait, pourquoi. c'est concernant votre micro. Ah, Parfois, on vous entend de manière beaucoup plus tamisée quand vous tournez la tête. Alors, il y a des moments où on vous entend très clairement et d'autres où on vous entend presque plus. aïe. Mais là, Là, c'est parfait, si vous voulez. donc, il ne faut pas que je bouge la tête Je quand je suis crois. comme ça. Ok, je vais essayer. Merci. Non, non, je vous en prie. Donc, je reviens sur ce que je disais. J'espère que je ne vous perds pas trop avec beaucoup de contexte. Vraiment, vous me poserez des questions s'il y a besoin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc, libération de Lyon, mise sous séquestre de livres qui n'ont pas pu être envoyés en Allemagne. Ces livres, le directeur des bibliothèques demande au préfet de lui en faire la liste. Donc la question, c'est est-ce que dans le département du Rhône, il y a en effet des livres comme ça qui n'ont pas pu être placés sous séquestre? Et eh ben, c'est pas si facile que ça d'y répondre parce qu'on n'a pas de trace directe d'une réponse du préfet du Rhône. Enfin, on en a peut-être une, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Peut-être il faut que j'aille la chercher, je pense. Elle doit exister. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de réponse à cette lettre-là. En revanche, ce que j'ai, c'est ce courrier-là. Voilà. Ça, c'est un courrier qui, en fait, n'a rien à voir avec la question au départ des livres spoliés, mais on va en apprendre quand même au détour de ce courrier. Le courrier est signé de Alice Picorno, qui écrit pour ordre de Henri Joly, qui est à ce moment-là absent en mai 45. Il est absent de la bibliothèque, donc c'est elle qui répond. Et en fait, elle répond au directeur de l'enregistrement donc du ministère des Finances de Clermont-Ferrand, qui lui demande est-ce que vous auriez effectivement reçu, comme c'est ce qu'on a entendu dire, les livres d'une bibliothèque de front allemande abandonnée à Strasbourg? Voilà. Il y aurait une bibliothèque de front purement allemande qu'on aurait envoyée à Lyon. Et elle répond absolument pas. On n'a pas de bibliothèque de front, mais, et c'est là encore le dernier paragraphe, je n'ai eu connaissance que de livres anglais, français et russes volés par les Allemands dans le midi de la France et surtout à des cabinets de lecture et à des collections privées appartenant à des Israélites, etc. Livres qui ont été en mars 1945 entreposés dans un de nos locaux en attendant qu'un triage en soit fait en vue de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Donc, on peut supposer que suite à ce courrier du directeur des bibliothèques au préfet du Rhône, le préfet du Rhône a bien eu connaissance de livres qui étaient mis sous séquestre. Il a donc déposé ces livres en mars 1945, donc très peu de temps après avoir reçu le courrier, à la bibliothèque de Lyon,
avec la mission d'en faire un tri. Et ce tri, on en a la trace ici. Et là, on est un an plus tard, on est en février 1946. Et en février 1946, Henri Joly écrit à la fois à l'administration des domaines et à la fois au directeur des bibliothèques, qui n'est plus Marcel Boutron, mais qui est Julien Quin, puisque Julien Quin est revenu de déportation. Le contenu du courrier est sensiblement le même. En fait, c'est un courrier dans lequel il joint la liste qu'il va faire du dépôt. Mais c'est intéressant parce qu'il explique d'où vient le dépôt. Donc, à l'administration des domaines, il dit ceci, euh, suite à notre conversation d'hier, je vous fais parvenir la liste des livres pillés par les Allemands que l'administration des domaines m'avait fait parvenir en vrac. Donc, si je reboucle avec le premier courrier, l'administration des domaines avait bien des livres sous séquestre qui n'ont pas pu être envoyés en Allemagne. Ces livres ont été déposés à la bibliothèque de Lyon et un an plus tard, Henri Joly donne la liste de ces livres-là. Et il dit exactement la même chose à Julien Quin. Je vous fais parvenir ci-jointe la liste des livres volés par les Allemands, récupérés et provisoirement confiés par l'administration des domaines à la bibliothèque. Donc l'idée, c'est que une fois qu'elle a fait la liste, Henri Joly, il pensait rendre les livres directement à l'administration des domaines. C'est à l'administration des domaines de gérer, avec prière d'en faire un tri sommaire. Et voilà la liste. Alors, on a la chance de la voir parce que je pense que c'est un brouillon de la liste. On voit qu'elle est annotée par Henri Joly. Euh, alors, cette liste, elle fait état d'à peu près 25 000 volumes. On va voir qu'on a un autre moment, on parle plutôt de 20 000 volumes, et je pense que 20 000, on est beaucoup plus proche de la réalité que 25 000. D'ailleurs, quand on additionne tous ces livres-là, on arrive plutôt à 20 000 qu'à 25 000. Et on a déjà un certain nombre de noms. On voit que les gros contingents de livres dont on a pu repérer un propriétaire, ce sont la Scotch Church Library de Cannes, donc une bibliothèque de paroisse protestante, l'English American Library et la Nice Library, qui se révèlent être en fait une seule et même association, en fait, qui a fusionné, donc c'est les mêmes endroits, au total 9000 volumes. La British Library, en à peu près 1000 volumes, qui est probablement d'ailleurs aussi la même chose, hein, Nice. The Lounge Library de Cannes et Menton, qui est là en fait une bibliothèque circulante, non, une librairie, pardon, la Lounge Library est une vraie librairie, quelqu'un qui vend des livres, on a son étiquette par ailleurs. Des livres qui appartiennent à l'English Book Club de Menton et au Menton Book Club, qui sont eux aussi en fait la même chose, de même que le Menton British Library. C'est juste que l'association a changé de nom, donc les ex-libris sont différents, mais en fait tout ça c'est la même chose, à peu près 800 livres. Donc on voit que le gros appartient à des associations sur la Côte d'Azur. Et ensuite, il liste un certain nombre de particuliers qui se révèlent en fait eux aussi venir de la Côte d'Azur. Isabelle Minto, qui était décédée en fait largement qui est décédée dans les années 20, mais bon, il ne le sait pas quand il écrit ça, Henri Joly. William Burton, Ottilie Moore, la Barnwell Brothers Library, Arpad Plech est déjà cité, Guy Ware Hogg et du Windsor Hotel à Monte-Carlo, et puis enfin des livres dont il ne repère pas l'appartenance. Et donc voilà. Voilà à quoi voilà ce qu'on a comme dépôt. Alors à partir de là, les livres ne vont pas du tout repartir à l'administration des domaines. En fait, ils vont rester à la bibliothèque municipale de Lyon. Et c'est en fait la bibliothèque municipale de Lyon qui, on va le voir, va commencer à se charger des restitutions. Donc je rappelle que cette liste, elle est finie en février 1946. La première restitution dont j'ai trouvé trace, c'est celle-ci et elle date du 3 décembre 1946. Pardon. Donc, entre février et décembre, il y a sans doute des contacts qui sont réalisés par Henri Joly avec différents ayants droit. Un des premiers contacts qu'on a, c'est Ottilie Moore. Ottilie Moore, qui en fait est citée ici, alors avec une faute d'orthographe, hein, on la voit dans la deuxième partie, c'est le troisième nom, il y a marqué Attilie Moore. En fait, c'est Ottilie, avec un O. Et donc, ça donne lieu le 3 décembre 1946 à une première restitution. Cette restitution, elle ne se fait pas par le biais de la sous-commission au livre, par Jenny Delso. Ça, c'est important parce que si vous travaillez un jour sur les livres spoliés, vous apprendrez très vite que
comment dire, l'institution principale qui est chargée de ça, c'est la sous-commission au livre de la commission de récupération artistique. Donc la commission de récupération artistique, elle est chargée de rendre les œuvres d'art et dedans, il y a une sous-commission qui est spécifiquement chargée de rendre les livres. Tout ce qui n'est pas bien culturel, c'est géré par l'Office des biens privés, tout ce qui est le mobilier, etc. Sauf que là, en fait, Henri Joly n'a pas de, en 46 et 47 encore, il n'a aucun lien avec Jenny Delso, avec Camille Bloch, donc ils sont les responsables de la sous-commission des livres. Lui, il a des liens avec le service de restitution des biens des victimes et loi des mesures de spoliation, qui est un service qui a été créé par le professeur Terrouane à la Libération, à Lyon d'ailleurs, euh, au départ. Et en fait, eh ben, il est lié au ministère des Finances et à l'administration des domaines. C'est un service qui est l'émanation de l'administration des domaines. Et donc, qui fait aussi des restitutions, on le voit, d'objets mobiliers identifiables, donc dans lesquels les livres sont mélangés avec des restitutions de mobilier, de piano. Il ne faut pas que rendre des biens culturels. Et donc, c'est dans le bureau lyonnais de ce service que je vais appeler SRBR, Service de restitution des biens spoliés, pour aller plus vite, SRBS, pardon, le SRBS. Et ben voilà à quoi ressemble un procès verbal de restitution. Celui-ci, c'est celui de Tilly Moore, donc première page. On voit qu'elle n'est pas présente. C'est le consul des États-Unis à Lyon qui vient récupérer les livres à sa place. Là, quand on ouvre, eh ben, on a la suite des articles 8 et 9 qui sont répétés dans le procès verbal. Et on a la liste des 41 volumes qui lui sont rendus. Je crois qu'il y en a les plus, il semble. Donc, on a une liste. Voilà, et qui est signé par Russell Brooke, donc c'est le consul américain, et qui est signé par le chargé de mission du service de restitution du ministère des Finances. Là, on voit bien au tampon qu'on est, on est dans la délégation régionale du ministère des Finances, et en fait, c'est l'administration des domaines. Voilà à quoi ressemble une restitution. Des restitutions, voilà toutes celles dont j'ai trouvé la trace dans les archives de la bibliothèque municipale. Donc, il y a celle que je viens de vous montrer à Haute-Limours, 21 livres. Ah, il y a de nouveau un problème, que me dit-on? Le sigle SRBS, Service de restitution des biens spoliés. En fait, si je reviens en arrière, euh, vous l'avez là, vous l'avez ici. Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation que j'ai abrégé en service de restitution des biens spoliés. Voilà. Donc des restitutions, voilà toutes celles que j'ai pu documenter qui ont donné lieu à un procès verbal. Ottilie Moore, 21 livres. Alors j'ai oublié de mettre les dates, mais donc en 46. Léon Godorich aussi en 46, 3 livres. En 47, une très importante restitution est faite euh, est faite à la English American Library de Nice, 5732 livres. Donc c'est très important, mais c'est à comparer avec ça, c'est-à-dire qu'on était censé en rendre au moins 9000, voire 10. Et en réalité, on en a rendu un peu plus de... Alors, attendez, j'essaie de récupérer. On en a rendu 5700, je crois. Léon Godorich, ben, on retrouve un livre à son nom, donc on lui donne à la femme en fait, de Léon Godorich, à Mandelieu. Mandelieu-la-Napoule, toujours sur la Côte d'Azur. Ottilie Moore, pareil, on retrouve des livres, donc on refait une restitution. Encore la English American Library, on retrouve 4 livres. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a fait une restitution, souvent, ben, en fait, tous ont eu 2 restitutions. On a eu une restitution auprès d'un notaire pour la succession de William Burton. On voit que William Burton, on avait déjà trouvé 70 livres à son nom. Et en fait, il est mort et il y a une succession. Et en fait, Maître Crépeau, je pense qu'il y a des échanges dont on n'a pas trace, mais qu'il y a des échanges, peut-être des recherches d'ayant droit, soit par le SRBS de Lyon, soit par Henri Joly lui-même, mais en tout cas qui aboutissent à ces restitutions.
La restitution numéro 292 est très intéressante parce que ce n'est pas vraiment une restitution. En fait, le Menton Book Club euh, ne souhaite pas récupérer les livres. Sur l'inventaire, il y en avait 800, là on voit qu'il n'y en a que 312 qui sont mentionnés ici. Il les donne à la bibliothèque. Et c'est une chose très intéressante, ces 312 livres sont toujours à la bibliothèque. Ils ont été intégrés aux collections parce que, alors je suis allé les voir, ils ont vraiment l'ex-libris du Menton Book Club, donc on peut pas, on peut être sûr de nous. Et, euh, et donc ces livres ont été intégrés puisqu'ils ont été donnés à la bibliothèque. Donc voilà pour les différentes restitutions qui sont faites en 1947 et 1948. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment de fouiller 1949-1950. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Il faudrait que j'aille voir la correspondance de ces années-là. Mais à mon avis, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Pourquoi? Eh bien parce que, eh bien, je verrai après. Il y a aussi des traces dans la correspondance d'un certain nombre de demandes de restitution qui n'ont pas abouti. Il y en a notamment 3 plus 4, on va dire, enfin 3 plus 3 plus 1. Il y a d'abord la comtesse Elizabeth Zeilern, une comtesse britannique, dont on a un courrier des avocats qui est adressé à Henri Joly en lui disant si vous avez des livres pour Elizabeth Zeilern, rendez-les-nous pour la restitution. Et en fait, Henri Joly leur dit que lui, il ne fait pas de restitution. En fait, les livres sont dans sa bibliothèque, mais ce n'est pas lui qui en a la charge. Lui, il devait juste faire la liste. Ça va toujours être sa position, en fait, à Henri Joly. Et donc, il renvoie systématiquement vers le SRBS. De même, exactement pareil, il va avoir des courriers d'Henri Rossignol et il va avoir des courriers de la Lange Library, qui est cette fameuse bibliothèque qui, en fait, là, c'est l'inverse. La Lange Library écrit à la sous-commission au livre, donc écrit à Jenny Delso. Jenny Delso transmet au service de restitution des biens spoliés, qui transmet à Henri Joly. Et Henri Joly, on voit qu'il a travaillé dessus, et on le voit précisément, si je reviens en arrière, sur son inventaire. Je ne sais pas si on peut zoomer un peu ou pas, non? Ah si. Voilà, si on zoome, on voit que on lui réclame enfin, que certains originaux qu'il réclame pourraient, donc Margot Mitchell, Gone with the Wine, Aragon, Les yeux d'Elsa sur papier de Hollande, Fuchs, l'art érotique à travers les siècles en 3 volumes, en allemand, Fuchs, pardon, Fuchs. Donc il a retrouvé 3 livres qui pourraient correspondre à cette bibliothèque et à la réclamation de M. Barnett, qui est donc le responsable de la Lange Library. Mais je ne pense pas que ces restitutions ont eu lieu. On n'a pas de traces de ces restitutions-là. Et on a 4 autres noms, le docteur Rosenbaum, le docteur Pavlovski, Lucien Meyer et Arpad Plech, qui là demandent un peu plus d'explications. Alors, pourquoi je vous dis qu'après 48, je pense qu'il n'y a pas grand-chose? Parce qu'après 48, la préfecture, commence à se réintéresser à ce dépôt à la bibliothèque. Alors, la préfecture écrit au service central de restitution du SRBS, de service de restitution des biens spoliés, c'est-à-dire qu'il écrit directement à Paris et non pas à l'antenne de Lyon. Je ne suis même pas sûr que l'antenne de Lyon existe encore à cette date-là. Ce n'est pas très clair pour moi. Et ce qu'on a, nous, ce n'est pas le courrier de la préfecture, c'est la réponse du SRBS. Et la réponse du SRBS, c'est une réponse de 2 refus, en fait. Il refuse de constituer un comité délégataire, donc on peut penser que le préfet du Rhône demandait à ce qu'un comité vienne voir ce qu'il y avait dans le dépôt de Lyon et puisse faire l'attribution. On lui refuse en lui disant qu'il n'y a pas assez de livres, que ça ne nécessite pas la constitution d'un comité délégataire. Euh, Ils ont vraisemblablement demandé aussi une prorogation du délai fixé, probablement pour pouvoir rendre plus de livres, gagner un peu de temps. Là encore, il y a un refus parce qu'on explique que si on proroge pour Lyon, il va falloir le faire pour tout le monde. Donc on leur dit non. Euh, c'est ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe. Euh, Quant à la prorogation du délai fixé pour le dépôt des demandes pendant l'attribution des livres destinés à remplacer ce qui aurait été enlevé pendant l'occupation, elle ne saurait être envisagée. Alors attention, oui, il faut que je précise, cette prorogation, ce n'est pas pour les restitutions de livres spoliés,
c'est pour les demandes des autres bibliothèques pour les avoir. Donc en fait, ce que demande le préfet, c'est de dire est-ce que on peut me laisser le temps de demander en gros aux bibliothèques sinistrées de faire des demandes, de se voir attribuer des livres. Et on lui dit non. On lui dit non, c'est maintenant qu'il faut faire les demandes et il n'y a pas de délai supplémentaire. Et dans le corps de la lettre, il demande au préfet que toutes les attributions en instant, c'est-à-dire tout ce qui est en attente d'être restitué, lui soit donné et c'est lui, le SRBS, qui fera les restitutions. Et là, le préfet lui répond en janvier 49, hein, donc 6 mois après, il lui répond en lui disant que le tri est désormais terminé et que on a quatre restitutions en attente. Trois par des revendications de personnes, qui sont le docteur Pavlotsky, le docteur Rosenbaum et Madame Lucien Meyer, qui font des demandes de restitution. Et donc, il adresse un certain nombre de livres réclamés par ces personnes-là, qui sont dans le dépôt, qui ont été trouvés dans le dépôt. Soit que ce soit les titres, soit que les personnes soient venues directement. Et il explique qu'en plus de ça, il y a 130 livres qui appartiennent à Arpad Plech, mais lui, préfet du Rhône, n'a pas connaissance d'une demande de restitution d'Arpad Plech. Donc il dit, j'ai aussi repéré un autre ensemble qui appartient à un particulier, mais cet autre ensemble, eh ben, je ne sais pas ce que je dois en faire parce que on ne me l'a pas demandé, personne n'a réclamé ces livres-là. Voilà, voilà où on en est. Donc, je ne vous ai pas mis les trois listes, mais donc on a trois listes, celle du docteur Pavlovski, celle du docteur Rosenbaum et celle de Madame Lucien Meyer, de listes qui sont revendiquées par ces personnes-là. On pense, enfin moi je suis quasi sûr que en fait ils n'ont jamais été restitués. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que les livres qui sont sur ces listes, on les trouve encore aujourd'hui. Donc si on les trouve aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas été rendus. Le 18 mars 49, le SRBS, donc, qui vient de recevoir cette réponse du préfet en disant, ben voilà, vous me demandiez ce qui était en attente, ben, j'en ai quatre en attente, hein, Pavlovski, Rosenbaum, Meyer et Plech. Et le SRBS se tourne vers Camille Bloch, donc vers la sous-commission au livre, en lui disant, ben, je vous envoie les échanges que j'ai eus avec le préfet du Rhône, relative à la restitution des livres du dépôt. Eux, ils l'appellent le dépôt de la préfecture, mais c'est exact, c'est le dépôt de la bibliothèque, en fait. C'est le même. Il n'y en a qu'un. On a un courrier qui le dit juste après. Et donc, le SRBS dit qu'il est plutôt pour qu'on remette, qu'on fasse la restitution, et que ensuite on renvoie vers Julien Quin, direction des bibliothèques, pour faire l'attribution. C'est ce qui va devenir un peu après, donc là on est en mars 49, à partir de décembre 1949, va se mettre en place la commission de choix dans laquelle on va répartir les livres. Donc ce qui est proposé là en mars 49, c'est que les restitutions en attente soient faites par la sous-commission au livre, hein, a priori, et non plus par le SRBS. On se demande pourquoi il y a cette d'ailleurs. D'une part, donc qu'on fasse les restitutions, c'est ça la décision qui est prise, et que tout ce qui est en attente, se soit attribué aux bibliothèques. Et en réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Là, je vous mets une dernière image qui est celle de Jenny Delso, qui envoie à Henri Joly les trois courriers que je viens de vous montrer. Donc en fait, Henri Joly n'était même pas au courant de ces échanges. Enfin, a priori, il est au courant qu'en juin 49. C'était à l'époque de cette lettre-là où il a copie de ces échanges entre le service de restitution, le SRBS, et la préfecture de Lyon et la sous-commission au livre. Donc ces échanges pour savoir qu'est-ce qu'on fait du dépôt, ça n'est qu'en juin 49 que le directeur de la bibliothèque, qui est celui qui gère matériellement le dépôt en réalité, est informé des décisions qui sont prises. Donc voilà, si je récapitule, libération. Donc les Allemands partent en laissant des livres qu'ils ont spoliés sur la Côte d'Azur et qu'ils n'ont pas réussi à envoyer en Allemagne. Vraisemblablement, s'ils sont à Lyon, c'est qu'ils ont fait une partie du voyage, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. Il y avait donc un dépôt de livres qui a été mis sous séquestre à la Libération.
ce dépôt de livres a été déposé à la bibliothèque en mars 45. Entre mars 45 et février 46, les équipes de la bibliothèque en font un inventaire sommaire. À partir de cet inventaire sommaire, ils vont probablement rechercher des ayants droit et, avec l'aide du service de restitution, restituer à peu près 5 800 livres entre 1940, enfin, fin 1946 et milieu 1948. À partir de 1948, on n'a plus trace de restitution, mais on voit que les autorités compétentes au-dessus se demandent qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste, de ce qui n'a pas été restitué. Donc, le préfet du Rhône a des échanges, et ce qui est décidé, c'est que ce qu'on peut attribuer à des personnes qui revendiquent ces livres-là, dont on sait qui c'est, hein, on a leur contact, on a leur adresse, on voit que leur adresse est indiquée, eh ben, on rend les livres à ces personnes-là, et que le reste, on le répartisse dans une commission de choix aux différentes bibliothèques sinistrées en France ou dans la région. Voilà ce qui est décidé. Et voilà ce qui ne va pas se faire. Et c'est là où j'ai pas eu le temps de finir mon diaporama. En fait, ce qui se passe à partir de cette date-là, on le sait par un dernier courrier de 1950 de Henri Joly, de 1952, pardon, de Henri Joly à Julien Quint. Euh, je vais essayer de quitter le partage. Alors attendez que je fasse une bêtise. Je crois que je vous ai fait une bêtise en... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Mais j'aimerais juste arrêter le partage, en fait. Voilà, arrêter le partage. Voilà. Et donc, je vais essayer d'aller chercher quand même le dernier document parce que j'étais en train de le mettre en... Ah oui, il est là. Et donc, il est là, le dernier courrier. Comme ça, vous le verrez. Et vous aurez toute l'histoire. C'est juste que de naviguer sur deux écrans, c'est pas mon fort. Je l'ouvre en image. Hop. Et je vais le partager. Zoom. C'est compliqué d'être sur deux écrans, hein. Partager. Et ben, cet écran-là, ça c'est mon fond d'écran. Vous êtes content, c'est pas ce que vous vouliez voir, mais c'est pas. Voilà. Ah, il n'est pas sur le bon écran, évidemment. Eh ben, je suis. Où est-ce que... Ah, voilà. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous devez le voir. Et donc, on est en mars 52. Et là, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce courrier que Henri Joly envoie à Julien Quint. Il explique que il a bien reçu 3 livres de la commission de choix. Ça n'a rien à voir avec le dépôt de Lyon, j'en parlerai pas. Et il explique que les ouvrages sont tous déposés dans mon sous-sol et n'ont pas été touchés. Donc on est en 52. Depuis 48, on n'a plus aucune restitution. Les ouvrages sont toujours dans les sous-sols. L'inventaire précis n'en a toujours pas été dressé, il n'a jamais été fait, faute de personnel. Les rares possesseurs de livres spoliés qui se sont fait connaître ont eu accès aux caisses. C'est probablement comme ça qu'ils ont pu faire des caisses et donc des listes, les fameuses listes de 1949. Toujours en présence d'un représentant des domaines et d'un représentant de la bibliothèque. Et lui, il parle de 243 ouvrages, il y en a 312 dans un autre courrier. La seule exception faite, c'est le don qu'en a fait Lamenton British Library, qui a effectué un don. Et donc, on est en 52, et en fait, entre 1952 et 1972, il ne se passe rien. Comment le dépôt arrive à peu près? Ça, c'est le dépôt dans les années 90. Un peu après, ce dépôt, il est mis en étagère et moi, je l'ai connu comme ça. Et c'est comme ça qu'on va en faire le tri. Et donc, avant de comprendre que c'était... ce qu'il faut imaginer, c'est que il a connu plusieurs voyages, ce dépôt, et il a été mélangé avec plein d'autres choses. Donc, on a trouvé plein d'autres ex-libris. Le premier que je vais trouver et qui est intéressant, c'est celui-ci, c'est celui du docteur Pavlotsky. Et on voit qu'il est cité dans un courrier. Ça, je ne savais pas à l'époque. Et c'est à partir de Pavlotsky que je vais remonter en fait les chevaux jusqu'à comprendre qu'il y avait un dépôt de livres spoliés qui était en attente en fait depuis 1972. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair.
parce que euh, non, ça c'est bon, ça je l'ai déjà montré. Mais c'était pas celui-là en fait que je voulais vous mettre. C'est bizarre, là. Pourquoi je suis pas sur celui que je voulais? J'aurais voulu celui d'avant. Bon, tant pis. Euh, Parce que j'aurais aimé vous montrer le. Ouais, c'est pas grave. Je suis désolé, je vous dis, j'ai pas eu le temps de finir de tout centraliser sur un PowerPoint et comme j'ai présenté cette histoire-là à plusieurs moments de ma recherche, j'ai pas mal d'éléments qui sont encore dispersés. Quand je découvre que il y a des reliquats de livres spoliés, et avant que je comprenne que toute l'histoire que je viens de vous raconter, euh, on avait déjà fait un premier tri, on avait déjà éliminé des livres, on en avait même déjà donné à d'autres institutions, et des livres dont on connaît très bien la provenance, qui n'ont rien à voir avec les livres spoliés, que je vous dis, c'est tout mélangé, et des livres dont on connaît la provenance. À partir de là, euh, on va geler, en fait, quand je trouve ça, on va geler la, le reliquat du dépôt. Et c'est là que je vais commencer à rentrer en relation d'abord avec Martine Poulain pour essayer de comprendre, donc, qui est l'historienne spécialiste des spoliations de livres, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis très vite avec la mission de restitution des biens des victimes de spoliation. Donc, à partir de là, eh ben, va s'en suivre un long chemin parce qu'en fait, je vais les contacter quasiment au début de la création de la mission et on va commencer par essayer de saisir la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Et pour faire cette saisie, il faut faire une note. Moi, j'ai très clairement pas le temps de travailler en détail sur certaines personnes. Et donc, c'est cette année seulement, enfin à partir de l'automne 2024, que Cathy Aumayet, donc, qui est chargée de mission à la mission, va travailler sur ce Jacob Pavlotsky. Et alors, c'est là que vraiment je dois m'excuser parce que je n'ai pas du tout le temps de rassembler toute la documentation sur Jacob Pavlotsky qu'elle a pu développer. Donc, je n'ai pas beaucoup d'images. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être arrêter le partage tout court. Voilà. Arrêter le partage, comme ça vous me verrez moi, ce sera peut-être plus facile à gérer pour moi aussi. Alors, bah, j'aimerais juste, voilà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me parlaient du partage d'écran. Ah oui, on ne voit pas mon document, ça c'est réglé. Euh, et donc, les recherches qu'a fait Cathy Aumayet sur Jacob Pavlovsky sont très précieuses parce qu'elles permettent de retracer plusieurs choses, de retracer un peu toute l'histoire du personnage. Si je résume, c'est un médecin russe immigré en Allemagne qui va finir ses études en Allemagne puis en Suisse, qui va finir par s'installer à Nice pour sa fille qui est malade. Hein. Il a 6 enfants, euh, apparemment trois d'une femme et trois de son épouse, Cécile Grunberg. Alors, est-ce que c'était trois d'une première épouse, d'une autre femme? C'est pas très clair. Peu importe. Il s'installe. Nous, on a besoin de ça pour la restitution après. Ça aide pour les ayants droit. Mais pour l'histoire, il s'installe sur la Côte d'Azur. Et c'est là qu'il est spolié d'une immense collection de livres, hein, 12 600 livres. Et donc, ces livres, il y en a une partie qui vont atteindre l'Allemagne et l'Autriche, puisqu'il y en a une partie qui vont lui être restituées, issues de dépôts trouvés en Allemagne et en Autriche. Mais il y en a une partie qu'on trouve à la bibliothèque de Lyon. Ceux qui avaient son ex-libris, c'était un peu plus d'une vingtaine, auxquels il faut ajouter des livres qui avaient des ex-libris de son fils, Max Pavlotsky, un agenda qui avait l'ex-libris de sa fille, Fanny Pavlotsky, ainsi que 5 exemplaires des livres qu'il avait lui-même écrits, parce qu'il avait écrit des livres. Au total, j'avais un peu plus d'une trentaine de livres qu'on pouvait attribuer à la famille Pavlotsky, qui étaient dans ce reliquat du dépôt de 1945 qu'on a retrouvé du coup en 2017, sans savoir, hein, quand on l'a retrouvé, toute son histoire. Hein. Il a fallu attendre concrètement le début d'année 2024 pour qu'on comprenne un peu l'histoire que je viens de vous raconter. Euh, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Ces livres-là, donc on voit que
Ils ont été spoliés, ils ont quitté, ils ont été dans un dépôt à Nice avec tout son mobilier, avec d'autres livres, etc. Le mobilier est parti en premier, vraisemblablement, puis les livres sont montés et certains livres sont restés bloqués avec d'autres, hein. À mon avis, c'est loin d'être. C'est issu du dépôt de Nice qui est remonté à Lyon, avec d'autres à Lyon, et c'est comme ça que le séquestre les a récupérés. Voilà pour Jacob Pavlotsky en très grand résumé. Que Jacob Pavlotsky s'est vu attribuer à l'époque assez peu de. Enfin, il s'est vu restituer une vingtaine de livres, attribuer une trentaine d'autres, ou l'inverse, je ne suis plus très sûr des chiffres. Et en fait, aujourd'hui, on est capable non seulement de lui de restituer à la famille une trentaine de livres ayant des ex-libris, mais aussi quasiment une cinquantaine d'autres volumes qu'on a pu retrouver grâce à la liste de livres qu'il revendiquait en 1949. Grâce à des recherches avec les listes de livres qu'il revendiquait et qu'on a comparé avec Cathy Omaillet quand elle est venue à la Bibliothèque de Lyon en décembre, avec les livres qui avaient été présents dans le dépôt. Et l'enjeu, c'est de réussir, donc avec cette note qui va bientôt partir à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, c'est de travailler pour essayer d'avoir la liste de tous les ayants droit pour pouvoir, j'imagine, leur proposer une restitution, à mon avis, vu les livres n'ont pas une grande valeur en l'occurrence, enfin, pas immense en tout cas. Et puis, il va falloir réussir à faire ce travail pour l'ensemble des sous-parties qu'on arrive à repérer dans les reliquats de ce dépôt. Avant de terminer, je voulais finir là-dessus. Il y a déjà eu une restitution contemporaine de ces livres-là à la Nice English American Library. Alors, cette association existe toujours. Elle a été, elle est l'héritière de l'association dont il est question déjà dans la liste de 1946, hein, dans la liste que fait Henri Joly, et c'est la même héritière de celle qui s'est vue attribuer, on a déjà vu, restituer, pardon, 5700 et quelques livres en 47. Et donc, en fait, là, nous, on a retrouvé des livres et je pensais d'ailleurs que la majorité des livres lui appartenaient, des livres dont les ex-libris avaient été arrachés. Donc, on comprend facilement pourquoi ils n'ont pas été restitués à l'époque, en 47-48. Toutefois, ces livres, ils portaient à l'intérieur des feuillets volants qui permettent avec des informations bibliographiques dessus, qui sont, comment dire, la trace d'une gestion de circulation, si vous voulez. C'est la trace que ces livres, ils étaient prêtés à d'autres bibliothèques, à d'autres personnes, pardon. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on trouvait dans une association et on a pu voir que ça correspondait avec des choses qu'ils avaient là-bas. Donc, on pouvait quand même leur attribuer un certain nombre de livres. Et donc, j'ai laissé le trésorier de l'association, concrètement, qui est venu à Lyon, qui a un peu fait son marché dans tous les livres anglais qui avaient et qui avaient ces petites listes. Donc, ils en ont récupéré un peu plus de 200, dont j'ai la liste, hein. On a la liste des 200 qui ont été restitués en 2019. On leur a restitué 200 livres qu'ils ont ramenés là-bas. Et dans le courrier de restitution, où ils acceptent, où ils indiquent qu'ils ont reçu ces livres-là, ils font don à la bibliothèque, un peu comme le Menton, de tous les autres livres qu'on pourrait leur attribuer. Ça, c'est important aussi parce que ça sécurise d'un point de vue juridique une éventuelle intégration de certains livres à la bibliothèque. Si on sait que Menton, si on trouve des choses de Menton, en fait, ça appartient à la bibliothèque parce qu'il y a une trace de ce don-là. On peut dire la même chose maintenant de l'English American Library, qui sont quand même parmi les trois plus gros pourvoyeurs de ce dépôt. Donc en fait, le gros du travail, et ça c'est aussi quelque chose à avoir en tête, le gros du travail sur ce reliquat de dépôt, c'est sur les petits ensembles en réalité, au vu de la masse du dépôt, ce sont les petits ensembles de particuliers qui ont pu faire des demandes de restitution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Un grand merci à vous pour cette présentation détaillée, nourrie. On a eu effectivement beaucoup d'infos, mais je pense que ça permettait d'avoir aussi l'ensemble du contexte pour le comprendre et
On constate, et comme ça a été aussi le cas dans les présentations précédentes, que l'histoire, la petite histoire rejoint toujours la grande. Et j'ai trouvé que le témoignage, aussi la compréhension de l'ensemble des personnels de la bibliothèque était extrêmement important pour saisir le contexte, comment tout ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, comment vous avez pu aussi remonter le fil grâce à la documentation, aux archives qui, encore une fois, sont aussi extrêmement importantes et permettent de conduire ce travail d'enquête minutieux. Un grand merci pour votre témoignage. Je laisse la parole aux auditeurs qui se trouvent avec nous et qui auront certainement des questions pour poursuivre cet échange. Je regarde dans le chat. Voilà. Non. Ah, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner, hein. J'en ai conscience. Nous, quand on travaille dessus, forcément, on connaît bien les choses, mais toujours difficile de se situer quand on prend la chose un peu à la fin, quoi, parce que il y a beaucoup d'informations finalement à avoir en tête. Voilà, j'ai beaucoup axé. Peut-être que les collègues de la mission voudront en dire deux mots de plus, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup axé vraiment sur l'histoire du dépôt là, pour bien comprendre. Après, en fait, le travail que je vous ai montré, c'est à rebours du travail qu'on a fait réellement. C'est-à-dire que le travail se fait à l'envers. Nous, on trouve le dépôt, puis on essaie de comprendre d'où il vient. Là, ça paraît simple comme ça, mais ça a demandé d'aller fouiller quelles archives, on sait pas. C'est assez compliqué, première chose. Et deuxième chose, en fait, le gros du travail maintenant, c'est plus tellement ce que je vous ai dit. Le gros du travail maintenant, c'est plutôt d'être capable de restituer, de faire les notes. Et ça aussi, ça demande beaucoup de travail et de recherche, notamment. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que maintenant, l'objectif, c'est de restituer. Voilà, on a compris à peu près d'où ça venait, comment c'était arrivé à Lyon, pourquoi c'était là, le fait que c'était un reliquat. Mais, euh, mais voilà. Maintenant, l'idée, c'est de trouver moyen de restituer tous ces livres-là. Je vois que Muriel me dit bonjour. Peut-être a-t-elle une question. Bonjour Muriel. Question? Les archives sur lesquelles je travaille. Ah, très intéressant. Euh, donc, comme je vous le disais, moi, j'ai surtout travaillé sur le dépôt lui-même et l'histoire de ce dépôt. Donc, pour essayer de comprendre l'histoire de ce dépôt, j'ai travaillé à partir de plusieurs sources. Les premières, celles qui étaient simplement le plus facilement accessibles sur mon lieu de travail à la bibliothèque, c'est-à-dire les inventaires, les registres d'inventaire, etc. Mais ça ne m'a pas été d'une grande aide puisque finalement, ben, on n'a quasiment rien intégré de ce dépôt. Et c'est normal, c'est ce qu'on voit. Donc au début, j'étais très désarmé. Je me suis dit, c'est pas possible un truc comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'il y a entre 3000 et 5000 livres à peu près. Je dirais 3000 comme ça. À mon avis, on est plus proche des 3000 livres qui restent sur les 20 000 qu'il y avait en 45. Donc, je ne savais pas qu'il y en avait 20 000 en 45. Moi, j'avais 3000 livres, et je me suis dit, bon, quelque chose comme ça, il doit y en avoir trace dans les archives de la bibliothèque elle-même. Donc, je suis allé dans les archives de la bibliothèque au début, elles sont triées par année, en fait. Donc au début, je suis allé voir les archives de 1945, 46, 47, en me disant, parce que j'avais déjà travaillé un peu sur les spoliations avec Martine Poulain, en me disant, voilà, je vais essayer je vais essayer de voir s'il y a quelque chose. J'ai eu cette fameuse lettre d'Alice Picorno dedans, dans la correspondance, mais c'est pas là où j'ai trouvé le plus de choses, et donc du coup, j'étais un peu resté sur ma faim. Et en fait, il a fallu que je fouille l'inventaire des archives pour largement après les. En fait, arrivé après 1960, vous avez un dossier spécifique, la bibliothèque pendant la guerre, qui est loin derrière dans l'inventaire.
J'ai mis du temps à le trouver. Et c'est dans cet inventaire-là qu'on a un dossier spécifique sur les livres spoliés. Et donc, c'était quelque chose d'assez connu. Ça, c'est les archives pour l'histoire de la bibliothèque, l'histoire du dépôt, qui sont précieuses parce que c'est quand même là-dedans qu'on a trouvé la liste des livres revendiqués en 1949. C'est là-dedans qu'on a la description du dépôt tel qu'il est en 45-46, 25 000 livres avec toute la liste que je vous ai donnée, c'est très précieux. Par contre, ce qu'on n'a pas dans ces archives, on a aussi les procès-verbaux de restitution, donc on comprend pourquoi aujourd'hui il n'en reste pas 20 000. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est les demandes. On n'en a pas tant que ça, il y en a un peu dans les courriers, il y en a, mais c'est très limité en fait. On voit que les demandes pour savoir quand j'ai un nom, par exemple Ashkenazi, est-ce qu'il a fait une demande de restitution après-guerre? Oui, ben ça c'est aux archives nationales par contre, qu'on va les trouver dans les archives de la sous-commission au livre, de la commission de récupération artistique. Et là, j'avoue que moi, je n'y suis jamais allé, j'ai bénéficié d'aide, notamment le dernier courrier que je vous ai montré, celui d'Henri Joly, euh, à Julien Quin, ben ça c'est Muriel qui me l'a photographié, qui était aux Archives nationales. Et auparavant, quand j'ai trouvé des noms comme celui de Pavlotsky, comme d'autres noms, euh, eh ben, c'est Martine Poulain qui est allée aux archives et qui allait voir les dossiers de demande de restitution qui sont à l'intérieur des archives de la sous-commission au livre. Moi, c'est les deux principales archives que j'ai utilisées. Ensuite, vous avez une troisième chose, mais là, je ne serais peut-être pas le meilleur pour en parler, c'est quand on fait des recherches sur une personne en particulier qui a été spoliée. Et là, les archives peuvent être très nombreuses parce que cette personne peut avoir laissé beaucoup de traces. Mais le plus intéressant, c'est quand même d'essayer de retrouver un maximum comment dire, toutes les demandes que cette personne a faites à plusieurs services non seulement pour les livres, mais ça peut être pour des œuvres d'art, ça peut être pour du mobilier. Parce que quand vous êtes un bourgeois, que vous avez une grande bibliothèque, généralement, vous n'avez pas qu'une bibliothèque. Donc, vous avez pu faire des demandes de restitution ailleurs, à l'Office des biens privés, etc., mais dans lesquelles vous allez aussi mentionner vos livres, parfois. Donc, c'est important d'être capable, et vous pouvez aussi avoir fait des demandes à Berlin, parce que bah, vos biens sont partis en Allemagne, donc des demandes d'indemnisation. Ça, c'est ce qu'on appelle les dossiers Brugge euh, au Landesarchiv de Berlin, euh, je crois, ou au Bundes d'ailleurs, c'est fédéral, aux archives fédérales. Et pour le cas qui nous occupe, je pense qu'il y a des archives que j'aimerais dépouiller plus que Cathy Omayem a photographié d'ailleurs, pour certains dossiers, c'est les archives des Alpes-Maritimes. Euh, et moi-même, il faudrait que j'aille voir les archives préfectorales du Rhône aussi. Je pense que dans les archives des préfectures, il y a aussi des choses que je n'ai pas encore étudiées qui seraient intéressantes. Voilà. Donc, archives de la bibliothèque, numéro un. Archives nationales et diplomatiques pour ce qui est les demandes de restitution en France. Et puis, quand on a le nom d'une personne et qu'on veut aller plus loin sur cette personne, archives, y compris à l'étranger. Si vous voulez faire des recherches historiques, archives préfectorales, donc archives départementales du Rhône. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Il y a une autre question d'Ed Bourguignon qui souhaite vous demander combien de Ah personnes oui. au sein de la BML travaillent sur ce dépôt, outre le personnel de la mission, êtes-vous aidé par d'autres institutions? Alors, le personnel de la BML qui travaille sur ce dépôt, il est en face de vous, euh, à peu de choses près. Il y a plus grand monde, en fait. Il y a eu plusieurs phases. Donc, avant qu'on sache qu'il y avait un dépôt de livres spoliés, pour quand on devait trier cet ensemble dont on n'avait pas connaissance, on était deux pour le trier. Le responsable des collections anciennes et spécialisées, mon chef, Jérôme Serdet, et moi-même. Donc là, on a fait un pré-tri ensemble. Il se trouve que c'est moi qui suis tombé et qui ai fait les recherches sur les livres spoliés, qui l'ai averti et on a commencé à geler les choses. Et donc j'ai commencé à faire Comme j'avais initié les recherches, c'est plutôt moi qui les ai faites en lien avec Martine Poulain et la mission. Après, il y a eu un long temps, une longue phase où même moi, je ne pouvais plus travailler dessus parce que
Les livres n'étaient plus à la bibliothèque. Je vous ai dit, ils n'avaient pas été maîtrisés à l'intérieur du déménagement. Donc, en fait, ce qu'on a eu comme solution pour vider ce magasin qui était plus ou moins censé être vide, hein, du coup, bah, c'est qu'on les a envoyés dans un local extérieur qu'on a dû louer pour ça. Alors, heureusement, on avait besoin d'un local extérieur pour d'autres choses, donc on l'a juste un peu agrandi pour nous, pour ces livres spoliés. Et après, il y a eu une troisième phase où j'ai pu aller faire des recherches en archives pour comprendre d'où ça venait. Et à partir de ça s'est réveillé, on va dire, en 2024. D'abord parce que moi, j'ai mieux compris d'où ça venait. Ensuite, on a eu une chargée de mission à la mission de restitution, donc Cathy Omaïès, sous la direction de Muriel de Bastier, qui a pu travailler sur Jacob Pawlowski en particulier, puis qui travaille aujourd'hui sur d'autres personnes du dépôt, mais pas que de la bibliothèque de Lyon d'ailleurs, il y a d'autres bibliothèques. Donc à la mission, il y a cette personne-là. Et moi, je vais accueillir une stagiaire pour faire un inventaire. L'idée, c'est d'abord de faire un inventaire de tout ce qu'il y a et de toutes les marques de possession pour faciliter les recherches en fait plus tard. Donc vraiment faire un tri beaucoup plus fin que celui qui est existant qu'on a fait en 2017-2018, si vous voulez. Et donc pour le moment, bah, il y a moi qui travaille dessus. Bientôt, il y aura cette stagiaire-là. Et outre moi et la mission, eh ben, il y aura la CIVS, la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation, quand elle sera saisie, mais en attendant, pour le moment, on n'est que deux à travailler dessus. Voilà. Enfin, moi et Cathy Omaillet concrètement. Elle, par l'intermédiaire, en vue de faire des notes pour une restitution, donc sur les personnes, et moi, je travaille sur le dépôt dans sa globalité. Donc, voilà. Bravo, tout ce travail. Vous êtes félicité aussi, hein, Merci. je Oui, dis c'est ce ça, que. chapeau bas pour le travail que Merci vous faites. beaucoup, merci beaucoup. C'est faut du temps pour aller en archive en fait, et c'est pour ça que c'est long parce qu'on n'a pas ce temps-là. En réalité, c'est pas un sujet. Il y a eu une note de fait hein, aux élus à l'époque, en 2018. Une nouvelle note a été faite au directeur au moment de l'enquête de la Cour des comptes sur les bibliothèques spoliées, parce qu'il y a eu une enquête il y a pas très longtemps, il y a un an à peu près. Euh, oui, oui, c'est ça, oui, plus d'un an. Euh, oui, il y a un an, oui, c'est ça. Et donc, voilà, après, c'est pas du tout une priorité. Je vous parle des notes parce qu'en fait, ils, ils acquiescent quand on fait des propositions de restitution, mais faire tout le travail en amont, ça, c'est c'est une chose parmi 20 000 autres. Merci Muriel, oui, je vais participer à une formation continue pour l'ANSSIB Bonjour, en si je, mai. si je peux me permettre, le travail, s'il avait par exemple été fait déjà en prévalence de ce qui se passe un peu en Ukraine ou ce genre de choses, s'il y avait déjà eu une liste dans la bibliothèque des livres, est-ce qu'on n'aurait pas gagné un peu plus de temps pour retrouver les propriétaires? Un peu comme une sorte de tableau, enfin, un peu comme une base de données comme on fait pour les tableaux ou le mobilier. Est-ce qu'on aurait pu gagner plus de temps? Ah ben oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a ce fameux inventaire que vous avez vu, très général de 46, mais l'inventaire détaillé n'a jamais été fait, et surtout, c'est vrai que j'en ai assez peu parlé. La grande majorité des livres, on ne peut pas les attribuer parce qu'ils n'ont pas d'ex-libris, tout simplement. Moi, je travaille sur des livres, je n'ai pas la liste des personnes qui ont été spoliées sur la Côte d'Azur. Ce que j'ai, c'est d'un côté un certain nombre de personnes qui ont été spoliées et qui ont fait une demande de restitution. Donc c'est déjà peut-être même pas la majorité des spoliés. Vous avez des personnes qui ont été spoliées qui n'ont jamais fait de demande de restitution. Ça, c'est ce que j'ai d'un côté aux archives nationales ou aux archives diplomatiques. Donc moi-même, je ne les ai jamais vus, j'en ai jamais vu que des photos de ça. Et pour qu'on me fasse des photos, il faut que je donne des noms déjà, pour qu'on voit si ces noms apparaissent dans ces listes-là. Euh, et dans ces dossiers nominatifs, on a donc les spoliés de l'époque qui vous décrivent leur bibliothèque en disant, ben voilà, j'ai eu tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Pour Jacob Pawlowski, Cathy Omeillet pourrait vous en parler en détail, il cite toujours les mêmes livres, mais sur 12 600, il en cite 30, quoi, même pas. Il en cite ouais, une trentaine. Donc, si vous avez qu'une liste de 30 puis des livres qui n'ont pas d'ex-libris, vous n'allez pas bien loin. De l'autre côté, j'ai un dépôt. J'ai repéré comme étant le reliquat d'un dépôt de livres spoliés. Et dans ce dépôt, vous avez des livres qui ont des ex-libris.
Donc, et c'est l'objet du stage de la stagiaire que j'accueille en mai, c'est de faire l'inventaire de ce dépôt avec la liste de tous les ex-libris. Mais en fait, dans la majorité des cas, moi je les connais un peu, je les ai quand même pas mal pratiqués, ces livres-là, il n'y a rien. Ou alors enfin, il y a pas de nom, en fait. Il n'y a pas d'ex-libris imprimé qui est collé, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de. Donc là, si vous n'avez pas de liste de demandes en face, bah, vous ne pouvez pas faire la correspondance. Mais l'idée, c'est que tout ce qu'on peut trouver, au moins, oui, on ait cette liste, on ait cet inventaire avec le maximum de noms pour qu'on puisse, en effet, faciliter les recherches. Et donc, à partir de là, il y a deux choses. Quand vous partez des livres, dans les livres, vous avez des noms. Ces noms, vous regardez s'il y a eu une demande de restitution. S'il y a eu une demande de restitution, vous essayez de regarder tous les livres qui sont décrits et vous faites un aller-retour en essayant de voir est-ce que vous n'avez pas, en plus des livres qui ont l'ex-libris, des livres qui n'ont pas d'ex-libris, mais qui sont décrits comme ayant été spoliés par cette personne. C'est ce qui est arrivé pour Pavlotsky. 30 livres avec un ex-libris, on a regardé les listes qu'il avait fait, on retourne voir le dépôt, des livres qui étaient dans cette liste, mais qui n'avaient pas d'ex-libris. Et ce travail-là, à l'époque, ben, ils avaient le même problème que nous. C'est-à-dire qu'Henri Joly, quand il avait le dépôt, il avait des livres dont la majorité n'avait pas d'ex-libris, ou alors des ex-libris de bibliothèques associatives, etc. Et tout ce qu'il a pu retrouver, il a fait des recherches d'ayant droit, il l'a restitué, tout, ou en tout cas une partie. Et puis ben, le reste, il n'a jamais pu faire l'inventaire détaillé qui l'aurait aidé à avoir plus de noms, en fait, tout simplement. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est Merci très clair. beaucoup en tout cas. Mais merci pour vos questions et votre intérêt. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, ni de main levée. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Benjamin? Bah d'abord, je suis très content que la mission existe parce que j'aurais pas pu faire deux choses sans être convié régulièrement à des formations, ce qui m'oblige à. Je vais répondre à ces livres aussi. Il y a une question en plus sur le chat. Euh, je voulais remercier, enfin, c'est super que la mission existe parce qu'elle nous aide d'abord en nous poussant à remettre les choses au point quand on doit faire une formation, ça nous oblige à avoir les idées claires. Et ensuite, bah, pour la recherche justement des archives qui sont à Paris. Parce que quand on est comme ici, comme moi, à Lyon, déjà que c'est difficile pour avoir le temps d'aller aux archives municipales ou départementales. Alors si en plus je dois aller à Paris pour avoir les archives diplomatiques ou nationales, en attente de numérisation, elles vont bientôt l'être. N'empêche qu'en attendant, c'est quand même très précieux d'avoir des personnes qui peuvent nous aider à justement obtenir ces demandes de restitution sur lesquelles il y a des listes et à partir desquelles on peut travailler. Voilà ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail en équipe, en fait, même si je vous ai dit que j'étais tout seul à la bibliothèque pour le moment à travailler dessus. Heureusement qu'il y a des personnes extérieures à la bibliothèque qui continuent de travailler dessus. La question sur le chat, que vont devenir ces livres s'ils ne sont pas restitués? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le cas Menton ou Nice British Library, où en fait, on a les ayants droit, parce que c'est des associations, c'est des personnes morales, donc c'est souvent plus facile parce qu'il n'y a qu'un seul ayant droit, c'est toujours la même personne morale, elle existe toujours. Donc on se tourne vers cette personne morale et ses représentants nous disent, on vous les donne. Là, c'est plus facile, on peut les intégrer aux collections parce qu'ils sont légitimes ayant droit, mais ils décident de ne pas les récupérer. Et non seulement ils décident de ne pas les récupérer, mais ils décident de nous les donner. Il faut que ce soit vraiment marqué noir sur blanc qu'on vous les donne. Donc là, il y a un changement de propriétaire qui s'effectue. Le propriétaire, quelle association, se délaisse de sa propriété au bénéfice de la ville de Lyon et on peut l'intégrer dans les collections. Mais ce n'est pas le cas majoritaire, à mon avis. Comme on travaille sur des personnes physiques qui sont décédées depuis, on va retrouver leurs ayants droit. Si on retrouve, alors il y a plusieurs cas. Soit on retrouve leurs ayants droit et ils ne les veulent pas. Bon, bah ça, on verra ce qu'on fait. Ça dépend des clauses qu'ils nous donnent. Soit on retrouve les ayants droit, on restitue. Soit on ne retrouve pas les ayants droit. Soit on a des livres qui, tout simplement, on n'est pas capable de les attribuer à qui que ce soit parce qu'ils n'ont pas d'ex-libris, parce que pour plein de raisons, mais on sait qu'ils font partie du dépôt des livres spoliés, mais on ne sait pas à qui précisément ils ont été spoliés. Et ben dans tous ces cas-là, on est en attente en fait, il y a un groupe de travail au ministère de la Culture qui travaille sur les bibliothèques spoliées, donc je pense que la prochaine tâche sur laquelle elle doit se pencher, ça va être celle-ci.
Ça va être parce qu'on a bien le circuit de comment on fait pour les restitutions. On trouve des livres, on va voir la mission qui nous aide à faire la note pour la CIVS, qui cherche les ayants droit et on voit pour restituer ou indemniser. Mais en dehors de ce circuit-là, ou s'il n'y a pas de restitution possible, ben, en fait, on ne sait pas encore ce qu'on doit faire avec. Si on se fie à ce qui s'est fait à l'époque, eh ben, on gèle en fait les collections. Moi, la position que je défends, c'est de les signaler au catalogue, de les équiper, mais sans les tamponner, c'est-à-dire sans mettre de marque de propriété, parce qu'on n'est pas propriétaire, euh, pour pouvoir les rendre consultables et surtout pour pouvoir les signaler dans le catalogue pour que si quelqu'un fait sa recherche et on signale du coup les différentes marques de propriété qu'on a retrouvées et comment ils sont arrivés à la bibliothèque. Est-ce que c'est par la commission de choix? Est-ce que c'est par les ventes des domaines? Est-ce que c'est comme nous parce que ça a été un dépôt de l'administration des domaines à l'époque et que le dépôt est toujours là, ça n'a jamais été repris. Euh, donc voilà, quel que soit le cas, je pense qu'il ne faut pas les intégrer aux collections, mais les signaler sur le catalogue. Ce serait ça ma position. Et après, à voir comment matériellement on fait. Est-ce qu'on peut quand même mettre une étiquette avec une colle d'amidon, donc une étiquette qui se décolle assez facilement. Ça, c'est le côté pratique pour le rangement en magasin pour pouvoir facilement le suivre. Consultation sous surveillance sur place, mais pas d'estampille et pas de marque de propriété, parce qu'on n'est pas propriétaire. Et pas d'inscription aux actifs de la ville de Lyon, donc pas d'intégration dans le registre. Ça veut dire qu'il faut un registre à part, spécifique, un inventaire spécifique à côté de l'inventaire des livres de la ville de Lyon. Ça, c'est la position que je défendrai, mais pour le moment, rien n'est décidé. Merci beaucoup. Il n'y aurait pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y en aurait encore parmi les personnes présentes? Je ne vois plus de main se lever ni tapoter dans le chat. On va attendre encore une petite minute. Ah, une question Encore d'Uriel. Merci Muriel. dans la question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ça va aller plus vite, hein. Pardon. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la Bibliothèque municipale de Lyon compte communiquer sur le sujet et le travail que tu es en train de faire, pas forcément dans les mois qui suivent, mais quand il y aura des restitutions auprès du public, parce que je pense que c'est un énorme travail fourni au sein de de ta bibliothèque, mais également dans d'autres bibliothèques en France. Et pour l'instant, il y a très très peu de communication autour du sujet. Donc voilà, j'aimerais savoir si c'est prévu par la BML. Alors, Merci. alors, il y a des choses que je maîtrise et des choses que je ne maîtrise pas. À la BML, moi, je suis l'adjoint d'un chef de service à mon direction adjointe qui est rattaché à la direction de la bibliothèque, à la directrice de la bibliothèque. Sur ce qui est des restitutions, je peux déjà dire ce qui est passé. La restitution de Nice s'est faite sans tambour ni trompette. Concrètement, c'est un transporteur qui est venu récupérer les livres et il y a eu un échange de courrier entre le directeur et le président de l'association. C'est tout. Il n'y a vraiment pas eu de communication zéro. Il n'y en a pas eu. Il y a eu un article que j'ai rédigé dans l'Influx qui est un peu obsolète parce que c'est un article que j'ai rédigé, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai pu vous livrer aujourd'hui, mais qui n'est pas faux dans les grandes lignes, au moins. C'est déjà ça. Il est imprécis. Et donc voilà, ça c'est l'existant. On a, et ça c'est quelque chose que j'aimerais faire avec la stagiaire aussi, une fois qu'elle aura fini l'inventaire, on nous conseille, ça c'est le ministère de la Culture, dans le groupe de travail d'ailleurs, hein, nous conseille de signaler ça sur le répertoire des fonds, sur le catalogue collectif de France. Il y a un répertoire des fonds, on nous dit de faire une fiche pour indiquer qu'il y a, si on a des livres spoliés, expliquer d'où ils viennent, etc. Et donc,
signaler les différents fonds ou le fonds qui sont liés aux livres spoliés dans le répertoire des fonds. Et on en voit apparaître un certain nombre d'autres bibliothèques. Hein, si vous allez sur le répertoire des fonds du CCFR, vous trouverez. Maintenant, voilà pour ce qui est conseillé, ce qu'on va probablement faire déjà dans l'immédiat. L'avantage, c'est que si on fait une fiche de fonds, on a quelque chose qu'on a rédigé. Ce truc qu'on a rédigé, on peut le réutiliser. Ensuite, il y a une autre chose. Nous, on a une revue de valorisation qui s'appelle Florus. Voilà. Donc, dans cette revue de valorisation, il y a la possibilité déjà de faire des brèves. Ça, c'est des petites choses qu'on met à la fin. Donc là, je pense que je vais signaler le travail qui a été fait cette année avec la mission sur Jacob Pawlowski, parce qu'il aboutit quand même concrètement à une note. Enfin, il y a quelque chose de concret à indiquer. Et à terme, j'aimerais bien, il se trouve que je suis rédacteur en chef de cette revue, mais je ne décide pas pleinement du contenu, c'est validé par ma hiérarchie, bien sûr. Mais dans l'idée, j'aimerais bien proposer dans les années à venir, alors pas en 2025, mais peut-être en 2026, un article un peu plus fouillé sur les livres spoliés, notamment quand ils auront été signalés au catalogue. À l'occasion du signalement au catalogue de ces livres-là, j'aimerais bien expliquer qu'on les a signalés, d'où ils viennent, et donc faire un peu de communication là-dessus. Il y a une restitution qui se fait par la CIVS. Là, c'est évident qu'on va mettre dans la boucle, alors c'est pas moi qui prendrai la décision après, la direction de la bibliothèque qui décidera si oui ou non elle veut en faire la publicité, si elle veut faire une cérémonie, à quel moment est-ce qu'on... Voilà, je n'ai aucune idée de comment elle veut. Pour le moment, il y a... la directrice est arrivée très récemment, hein, en janvier 2025. Donc elle prend encore ses marques et je ne pense pas qu'elle soit déjà... Enfin, je sais qu'elle est déjà au courant qu'on a des livres spoliés, mais elle le sait comme ça parmi mille autres choses qu'elle a eu à apprendre. Donc, s'il y a une restitution qui se précise dans les mois qui viennent, suite à la saisine de la CIVS, donc aux descendants de Jacob Pawlowski, bah, j'espère, oui, qu'il y aura une communication, au moins dans la presse régionale, hein. Ça, à mon avis, c'est envisageable. On le fait bien pour d'autres choses, mais c'est pas moi qui prendrai la décision. Voilà. Bon, j'espère que je t'ai répondu. Super. Je crois que ce coup-ci, on a épuisé les sujets. Eh bien, merci au Bouclier Bleu de s'intéresser à cette question-là, en dehors des questions de plan de sauvegarde des biens culturels aussi, hein, qui nous occupent pas mal d'ailleurs. Et voilà, c'est un autre enjeu de travail sur la conservation. Les enjeux sont plus juridiques, mais ils existent quand même un peu. Et bon, voilà, c'est un travail à faire. Donc, merci au Bouclier Bleu de s'y intéresser, à vous tous de m'avoir écouté gentiment aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions chaleureusement et qui remercions aussi la mission. C'est un sujet qui fait partie et qui est complémentaire aussi, hein, complètement à cette question du PSBC que vous avez évoqué. Et ça nous semblait aussi extrêmement intéressant et important de partager vos retours d'expérience avec les collègues, les membres du Bouclier Bleu pour ouvrir aussi ce champ qui n'est pas forcément très connu dans nos milieux. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses et je repars avec plein d'infos extrêmement intéressantes. Voilà, un grand merci à tous, à tous les intervenants. Bravo pour votre travail qui est extraordinaire et qui a vraiment du sens dans le sens de l'histoire. Et un grand merci à vous et bravo pour tout ce que vous avez fait. On a été très fiers de pouvoir porter votre discours à travers le bouclier bleu et on espère que d'autres éventuels témoignages pourraient se poursuivre ici au sein du réseau de l'association. Donc, un grand merci et beaucoup de reconnaissance à chacun de vous pour votre travail et votre participation à ce webinaire. Encore merci à Isabelle Scapazzoni qui a eu l'idée de le construire et de le proposer au bouclier bleu. Et évidemment, un grand merci à tous les participants qui ont suivi fidèlement ce rendez-vous et dont on espère qu'ils repartent aussi heureux et nourris de toutes ces informations.
Un grand merci à tous et à très bientôt au Bouclier Bleu ou ailleurs, en tout cas, mais toujours sous l'ombrelle du patrimoine. Merci Au beaucoup. revoir, À très bientôt. au revoir, à bientôt.